Il pourrait vous surprendre de savoir que les bombes atomiques larguées sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale sont des centaines de fois plus faibles que certaines des armes nucléaires en circulation aujourd'hui. À ce propos, quel pays possède les armes nucléaires les plus puissantes et qui est prêt à les utiliser? Cela semble certainement être une question populaire ces derniers temps, mais en ce qui concerne quel président, premier ministre, dirigeant, dictateur ou fou est prêt à vraiment appuyer sur le bouton, c'est difficile à dire. Mais nous avons une assez bonne idée de qui a le plus de bombes nucléaires dans son arsenal et de quel type d'armes il s'agit. Le dernier des comptes que nous devons garder à l'esprit est autodéclaré et place la Russie en tête avec 5889. Les États-Unis arrivent en deuxième position avec 5244 et la Chine se classe en troisième position avec seulement 410. 6 autres pays possèdent également des armes nucléaires et ce sont la France avec 290, le Royaume-Uni avec 225, le Pakistan avec 170, l'Inde avec 164, Israël avec 90 et la Corée du Nord avec 30. Encore une fois, ces chiffres sont des estimations basées sur les renseignements recueillis et les autodéclarations, ce qui signifie que chacun de ces pays pourrait avoir quelques armes de moins, ou de plus, cachées dans leurs manches. En faisant rapidement les calculs, nous découvrons qu'il y a plus de 12 500 ogives nucléaires en circulation, dont près de 3000 seraient déployés pour une utilisation militaire stratégique par les États-Unis et la Russie, ce qui signifie qu'elles peuvent être attachées et livrées par des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles balistiques lancés par sous-marins, ou elles peuvent être larguées depuis un avion bombardier lourd. La partie vraiment effrayante est que même si une fraction de ces armes était lancée, cela signifierait probablement la fin du monde. Et malheureusement, compte tenu de l'état actuel de la politique mondiale, il ne semble pas que nous allons tomber sur la paix mondiale de sitôt. Alors, à quel point les armes nucléaires modernes sont-elles puissantes et comment se comparent-elles aux dispositifs développés, testés et ou utilisés tout au long de l'histoire? Avant de répondre à cette question, cependant, jetons d'abord un coup d'œil à comment nous en sommes arrivés à l'état de prolifération nucléaire dans lequel nous nous trouvons actuellement. Le développement des armes nucléaires a débuté pendant la Seconde Guerre mondiale via le projet Manhattan, un projet top secret américain, programme de recherche et de développement dirigé par le général Leslie Groves et le controversé physicien J. Robert Oppenheimer. Le projet a été nommé d'après le district d'ingénieurs de Manhattan de l'armée de terre des États-Unis, qui était responsable de la gestion globale du projet. À la fin de la première bombe atomique en 1945, les États-Unis n'ont pas hésité à les utiliser, les larguant sur 2 villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, dans l'intention de forcer le Japon à se rendre sans condition et de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Juste 4 ans plus tard, intensifiant considérablement la guerre froide, l'Union soviétique a réalisé son premier essai d'armes nucléaires. Le Royaume-Uni a suivi en 1952, la France en 1960 et la Chine en 1964. Pour contrer une expansion accrue de la technologie nucléaire, un problème en partie généré par eux-mêmes dans les années 1940, les États-Unis et d'autres pays similaires ont instauré le traité de non-prolifération nucléaire en 1968, suivi du traité d'interdiction complète des essais nucléaires en 1996. Essentiellement, le traité de non-prolifération nucléaire stipule que seules les nations qui ont fabriqué et fait exploser une arme nucléaire ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires avant le 1er janvier 1967 ont le droit au statut d'État doté d'armes nucléaires, toutes les autres nations étant automatiquement considérées comme des États non dotés d'armes nucléaires. États. Les 5 États dotés d'armes nucléaires, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, ont donc la tâche d'encourager tous les États non dotés d'armes nucléaires, ceux qui possèdent actuellement la technologie nucléaire, à renoncer à développer ou à acquérir leurs propres armes nucléaires. Cela inclut des pays comme l'Inde, Israël, le Pakistan et peut-être d'autres, qui n'ont jamais signé le traité de non-prolifération nucléaire, mais qui possèdent actuellement leurs propres arsenaux nucléaires. D'autres violateurs du traité de non-prolifération nucléaire ont inclus l'Irak, qui a initié un programme nucléaire secret sous Saddam Hussein avant la guerre du Golfe Persique, ainsi que la Corée du Nord, qui a annoncé son retrait du traité de non-prolifération nucléaire en janvier 2003 et qui a depuis réalisé un certain nombre de tests d'armes nucléaires réussis. L'Iran, la Libye et la Syrie sont également soupçonnés d'avoir mené des activités d'essais nucléaires secrètes, violant ainsi les termes établis par le traité. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires plus récent et plus complet interdit quant à lui tous les essais d'armes nucléaires ou toute autre explosion nucléaire n'importe où dans le monde.
Depuis que le traité a été ouvert aux signatures en septembre 1996, il a été signé par 187 nations et ratifié par 178. Cependant, le traité ne peut être pleinement appliqué qu'après sa ratification par 44 nations spécifiques, dont 8 font toujours de la résistance. Cela concerne la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël, l'Iran, l'Égypte et les États-Unis. Actuellement, toutes les ogives nucléaires possédées par les deux plus grands acteurs, les États-Unis et la Russie, sont comptabilisées selon les directives établies dans le nouveau traité de réduction des armes stratégiques, également appelé le New Strategic Arms Reduction Treaty, qui a été signé par les deux parties le 8 avril 2010. Ce traité permet à chaque pays d'inspecter l'arsenal nucléaire de l'autre pays pour vérifier que l'accord sur les armes est respecté. Le traité stipule également que les deux pays communiquent régulièrement sur d'autres équipements militaires avancés et opérations, dans l'espoir d'éviter tout malentendu ou accident. Cependant, peu de temps après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie a annoncé qu'elle suspendrait toute inspection extérieure, violant ainsi effectivement les termes de son accord avec les États-Unis. Mais Poutine a tout de même ajouté, au moins, qu'il n'augmenterait pas l'arsenal nucléaire actuel de la Russie et donc qu'il n'abandonnerait pas totalement le traité. Le nouveau traité de réduction des armes stratégiques, lorsque tout le monde accepte de jouer le jeu, ne limite pas le nombre de missiles balistiques intercontinentaux et de missiles balistiques lancés par sous-marins non déployés que chaque pays peut posséder. Mais il permet de les surveiller avec la coopération des deux côtés en fournissant des informations à jour sur leurs emplacements. Cela inclut des inspections sur site, pour confirmer qu'aucun n'a été ajouté aux arsenaux stratégiquement déployés de chaque pays. Le traité comprend également certaines restrictions pour les missiles et les lanceurs non déployés et définit des normes d'étiquetage dans l'espoir de réduire la possibilité qu'ils puissent être dissimulés. Maintenant, de quel type d'armes exactement parlons-nous ici ? Les armes nucléaires limitées par les traités récents, notamment le nouveau traité de réduction des armes stratégiques, ne sont pas identiques à celles développées et testées pour la première fois au Nouveau-Mexique en juillet 1945. Honnêtement, ils font ressembler ces armes nucléaires de première génération à des pétards. Contrairement aux variantes plus modernes, ces armes originales étaient strictement des bombes à fission, communément appelées bombes atomiques. Ces dernières utilisaient une explosion pour compacter un combustible nucléaire déjà dense, généralement des isotopes d'uranium-235 ou de plutonium-239, pour initier une réaction de fission en forçant ces isotopes à se rejoindre et à diviser le noyau d'un atome, ce qui déclencherait alors une réaction en chaîne où de plus en plus d'atomes commencent à se diviser et, dans le processus, libèrent une quantité énorme d'énergie. C'est une paire de ces bombes atomiques que les États-Unis ont larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945, tuant entre 110 000 et 210 000 personnes. Le monde a été choqué. Personne n'avait jamais vu une dévastation de cette ampleur auparavant. En fait, les membres du projet Manhattan ont dû créer de nouveaux termes pour décrire la puissance explosive de leur nouvelle bombe. Bombe. Le mieux qu'ils pouvaient faire était de mesurer le rendement explosif de ces nouvelles bombes par rapport à une barre standard de trinitrotoluène, communément appelée trinitrotoluène, d'où nous avons obtenu le kilotonne, représentant 1000 tonnes de trinitrotoluène, et le mégatonne, représentant 1 million de tonnes. La bombe atomique larguée sur Hiroshima, surnommée Little Boy, qui descendait en parachute et détonnait à environ 610 mètres ou environ 609,66 mètres au-dessus de la ville, contenait environ 64 kg de uranium surchargé. Mais lorsqu'elle a explosé, elle a délivré un coût équivalent à 15 000 tonnes de trinitrotoluène 15 kilotonnes et a décimé tout dans un rayon de 8 km² ou environ 5 miles carrés. Environ 70 000 à 135 000 personnes ont été tuées dans l'explosion, beaucoup instantanément, tandis que des dizaines de milliers d'autres sont mortes plus tard de leurs blessures ou de l'exposition aux radiations. Plus puissante que Little Boy était la bombe larguée sur Nagasaki. Surnommé Fat Man, cet engin a été construit pour produire une explosion de 22 kilotonnes. Cependant, la dévastation globale qu'elle a produite était en réalité moindre que celle observée à Hiroshima en raison de la topographie montagneuse de Nagasaki, qui l'a protégée à un certain degré en réduisant l'effet global de la bombe et en limitant la destruction à environ 4 km², soit environ 2,5 miles. Cependant, entre 60 000 et 80 000 personnes ont péri, à la fois du fait de l'exposition directe à l'explosion et des conséquences ultérieures des radiations. Mais vous vous demandez peut-être à quoi ressembleraient les résultats d'une explosion comme celle-ci aujourd'hui.
Hypothétiquement, si la plus petite de ces deux bombes était détonée au-dessus, disons, de Los Angeles, l'explosion qui en résulterait tuerait immédiatement environ 100 000 personnes, et toute personne ou chose à l'intérieur de la boule de feu nucléaire, qui aurait ceux qui ont survécu après cela. Et qu'en est-il de la plus grande, qui serait plus chaude que le centre du Soleil, serait effectivement vaporisée, tandis que toute personne dans un rayon de 1,2 km ou 3/4 de mile serait exposée à une dose de radiation ionisante équivalente à 500 trem. Une dose de cette taille serait équivalente à 500 complètes et près d'un demi-million de blessures. Et toute personne à l'intérieur de deux serait fatale pour la plupart des gens dans un mois et causerait un cancer terminal pour au moins 15% de ceux qui ont survécu après cela. Et la plus grosse bombe, Fat Man, si elle était détonée au-dessus, disons, de Paris, la boule de feu nucléaire résultante s'étendrait sur 200 mètres dans toutes les directions. La zone de radiation mortelle aurait un rayon de 1,3 km ou 0,8 miles et au total, l'explosion entraînerait plus de 200 000 victimes et près d'un demi-million de blessures et toute personne à moins de 0,2 km ou 1,36 miles de l'épicentre souffrirait presque immédiatement de brûlures de 3e degré dues à la radiation thermique. C'est effrayant, n'est-ce pas? Eh bien, accrochez-vous, car cela n'est rien comparé aux capacités destructrices des armes nucléaires modernes. Les armes nucléaires modernes sont à un tout autre niveau, utilisant à la fois une étape primaire comme un puits de plutonium pour créer une réaction de fission et une étape secondaire qui crée une réaction de fusion. Lorsqu'une ogive contient ces deux composants, elle devient un dispositif thermonucléaire ou ce qui est plus communément appelé une bombe à hydrogène. Pour vous donner une idée rapide de la différence d'échelle dont nous parlons ici, souvenez-vous que le rendement explosif de Little Boy était d'environ 15 kilotonnes de trinitrotoluène. Comparez cela maintenant à une bombe à hydrogène B-83, actuellement l'arme thermonucléaire la plus puissante aux États-Unis, qui a un rendement explosif de 1,2 mégatonnes, 2 mégatonnes. C'est 1,2 million de tonnes de trinitrotoluène, ou à Aniwatok Atoll, dans l'océan Pacifique en 1952. Mais pourquoi diable avons-nous de telles bombes massives? Dans les années 1940, le président américain Harry Truman a décidé que pour la sécurité nationale, les États-Unis devraient posséder les bombes les plus puissantes. Il a donc ordonné à la Commission de l'énergie atomique de continuer à travailler sur toutes les formes d'armes à énergie atomique, y compris ce qui était alors la bombe à hydrogène hypothétique, ou les soi-disant superbombes. Désireux de rester en avance sur la Russie, la première bombe à hydrogène américaine a été testée avec succès à l'atoll d'Aniwatok dans l'océan Pacifique en 1952, mais l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques n'était pas loin derrière, testant son premier dispositif thermonucléaire seulement un an plus tard. Et la course à l'armement, à des armes toujours plus puissantes, n'a fait que s'intensifier à partir de là. Elle a sérieusement escaladé. Comme vous le verrez, une course pour construire la plus grosse bombe a suivi. Mais ce n'est pas la plus grosse bombe dont vous devriez avoir peur. Ce sont les petites bombes nucléaires tactiques qu'un seul soldat pourrait transporter qui sont véritablement terrifiantes. Mais d'abord, examinons les grosses bombes. En 1961, ce qui était alors l'Union soviétique, avait développé et testé une ogive d'environ 60 mégatonnes connue sous le nom de Tsar Bomba. Lorsqu'elle a été testée, l'éclair pouvait être vu à plus de 620 miles ou 1000 km de distance, tandis que le nuage en forme de champignon qu'elle a produit s'élevait à une hauteur de 42 miles ou 67 km. Le verre a éclaté dans les fenêtres à 480 miles ou 780 km de distance, alors que l'onde de choc a fait le tour du globe 3 fois, accompagnée d'une onde sismique qui a ondulé à travers la croûte terrestre. Cette fois, en utilisant le Tsar Bomba, regardons une autre hypothèse. Si une ogive de cette taille, plus ou moins 60 mégatonnes, devait être détonée au-dessus, disons, de Londres, pratiquement tous les organismes biologiques dans un rayon de 3 miles ou 4 km et demi seraient presque instantanément vaporisés. Tout être vivant dans un autre rayon de 2 miles ou un peu plus de 3 km serait exposé à une dose mortelle de radiation, et une vague de radiation thermique incandescente se propagerait sur 37 miles dans toutes les directions, entraînant des millions de brûlures au 3e degré. Le nombre total de décès, près de 5,8 millions. Les États-Unis n'ont pas atteint leur but d'avoir la bombe la plus grande et méchante, qui, comme mentionné et expliqué plus tard, ne s'est pas avéré être l'objet le plus terrifiant à posséder. La plus grande arme nucléaire qu'elle ait jamais testée n'était pas non plus à négliger, cependant. C'était une tête d'arme de 15 mégatonnes, connue sous le nom de Castle Bravo.
Cependant, l'arme la plus grande qu'elle ait jamais produite était une tête d'arme de 25 mégatonnes appelée B-41. Depuis longtemps déclassée, la B-41 était considérée en son temps comme l'arme thermonucléaire la plus efficace en termes de rendement explosif et de poids total. Quelle était la taille de ces bombes? Disons que nous avons pris Castle Bravo et que nous l'avons fait exploser cette fois au niveau du sol dans le centre de Moscou. Plus de 3,6 millions de personnes seraient tuées. La boule de feu nucléaire, plus chaude que le centre du Soleil, incinérerait tout dans un rayon de 2,3 miles, soit 3,7 km. Les fenêtres se briseraient jusqu'à 18 miles ou 29 km de distance. Et en fonction du vent, les retombées nucléaires pourraient contaminer une zone de plus de 100 000 miles carrés ou 165 000 km carrés, soit une zone de la taille de l'État du Colorado. Et cela a continué, et à la fin des années 1980, les différentes nations nucléaires du monde avaient accumulé dans leurs arsenaux, combiné près de 40 000 dispositifs thermonucléaires. Heureusement, ce nombre a été grandement réduit, de même que le rendement global des bombes individuelles actuellement déployées. Mais nous devons nous demander ce qui est le plus effrayant. Des armes à grande échelle comme la Tsar Bomba qui étaient presque impossibles à déployer, ou nos soi-disant nukes tactiques modernes, également appelées armes nucléaires de champ de bataille ou non stratégiques, qui ont été spécifiquement conçues pour être déployées presque partout, à court préavis, dans le théâtre de bataille en temps réel. Contrairement aux armes nucléaires stratégiques, qui peuvent être déployées à travers les continents et ont été conçues pour être utilisées contre des villes, des usines et d'autres cibles de grande surface pour endommager la capacité de l'ennemi à faire la guerre, les armes nucléaires tactiques ont tendance à avoir des portées plus courtes, généralement inférieures à 310 miles ou 500 km, et peuvent être déployées par des navires, des avions ou même des forces terrestres. Malgré leur portée généralement courte, mais en plus de leurs options de livraison polyvalentes, ces armes peuvent également avoir un rendement explosif allant jusqu'à 50 kilotonnes. Ces armes suscitent une grande peur, car elles sont souvent perçues comme plus faciles à utiliser que leurs prédécesseurs, ce qui les rend plus susceptibles d'être l'étincelle qui déclenche finalement une guerre nucléaire à grande échelle. Mais quelle est la probabilité que ces armes soient jamais utilisées dans un véritable combat? Même avant la fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie avaient déjà commencé à éliminer progressivement plusieurs types d'armes nucléaires tactiques. Mais la guerre de la Russie contre l'Ukraine a ravivé les craintes de nombreuses nations, y compris les États-Unis. En fait, peu de temps après l'invasion de la Russie, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle avait une équipe d'experts travaillant avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur un plan d'urgence, au cas où Poutine déciderait de déployer des armes nucléaires ou chimiques contre l'Ukraine ou ses alliés. En général, l'utilisation réaliste d'armes nucléaires à courte portée sur le champ de bataille a longtemps été un sujet de débat et une cible pour un scepticisme sain. Un dispositif nucléaire tactique peu évoqué et développé par les États-Unis, qui est devenu connu sous le nom d'Atomic Annie, était une grande pièce d'artillerie qui a été déployée en Europe dans les années 1950. Soi-disant, il pouvait frapper une cible avec une ogive nucléaire de 15 kilotonnes à une distance de 18 miles, soit 30 km. Cela semble terriblement proche, surtout lorsque nous nous souvenons que le bombardier B-29 Enola Gay, qui a largué une ogive comparable de 15 kilotonnes sur Hiroshima, pouvait voler et livrer sa charge utile à une cible presque 2900 miles, soit 4700 km, et avoir encore assez de carburant pour retourner à sa base. Les États-Unis ont également développé un dispositif qui est devenu connu sous le nom d'ogive Davy Crockett, qui avait un rendement explosif de seulement 20 tonnes et qui pouvait être tiré d'un fusil sans recul sur des cibles à environ 2,5 miles ou 4 km de distance. Mais attendez, il y a plus. Il y avait aussi la munition de démolition atomique spéciale B-54 ou munition de démolition atomique spéciale, le dispositif nucléaire tactique à la portée la plus courte jamais conçue que des soldats d'unités d'ingénieurs de l'armée d'élite et de forces spéciales, ainsi que certains SEAL de la marine et des marines sélectionnés, étaient formés à porter sur leur dos tout en parachutant ou en plongeant derrière les lignes ennemies. Ils laisseraient ensuite ces bombes nucléaires à dos pour anéantir des installations stratégiques ou rendre de grandes zones de terre inhabitables en raison de fortes doses de radiation. Probablement à court de volontaires pour transporter ces armes, les États-Unis ont finalement remplacé celles-ci ainsi que leurs autres options nucléaires moins réalisables par le type de configuration tactique que nous voyons couramment aujourd'hui, qui sont principalement des ogives montées sur des roquettes à courte portée. Heureusement, des esprits plus rationnels finiraient par prévaloir à un certain degré au moins. Et alors que l'enthousiasme initial de la guerre froide pour les armes nucléaires tactiques
commençaient à s'apaiser, même si les bombes conventionnelles devenaient plus puissantes. Les États-Unis et la Russie continuent de retirer la majorité de leurs armes nucléaires de leurs arsenaux respectifs. Les États-Unis ont réduit leur inventaire global, passant d'environ 9000 armes en 1989 à environ 230 aujourd'hui, toutes étant des dispositifs conçus pour être déployés à partir d'avions de combat tactiques. Et même si tous les principaux services militaires de la Russie continuent de maintenir des armes nucléaires tactiques, leur nombre de nukes de champs de bataille en circulation a également diminué de manière spectaculaire. De quelque part entre 13 000 à 22 000 à la fin des années 1980 à moins de 2000 aujourd'hui. Peut-être que c'est un signe que les nukes de toutes sortes sont en voie de disparition. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas beaucoup d'autres grosses bombes à utiliser. À ce propos, comment se comparent les armes conventionnelles modernes ? En regardant la bombe conventionnelle la plus puissante jamais utilisée au combat, nous voyons qu'elle n'a qu'une puissance explosive de 11 tonnes de trinitrotoluène, officiellement nommée Bomb Live Unit. 82 ou Massive Ordnance Air Blast, la Massive Ordnance Air Blast, mais aussi surnommée la mère de toutes les bombes en raison de sa taille immense, cette bombe a été utilisée pour la première fois au combat par l'armée de l'air des États-Unis en Afghanistan en avril 2017. Contrairement à d'autres grosses bombes, la Massive Ordnance Air Blast, qui mesure 9,14 mètres de long soit 9 mètres, et pèse plus de 21 454 kg, soit un peu moins de 10 000 kg, a été conçue non pas pour pénétrer, mais pour créer une énorme onde de choc capable de détruire des cibles molles à moyenne sur de larges zones ou cachées dans des espaces confinés comme de profonds canyons ou des systèmes de grottes comme ceux couramment utilisés par les talibans dans les montagnes d'Afghanistan après la Seconde Guerre mondiale. L'armée de l'air des États-Unis a également développé quelque chose appelé le T-12 Cloudmaker, une bombe de démolition de 44 454 kg ou 20 000 kg qui transportait une charge explosive plus grande que la Moab, mais qui n'a jamais été utilisée au combat. Mais en attendant ceci, il y a un autre type d'arme de destruction massive dont nous n'avons pas encore discuté, et c'est une assez méchante. Cette arme incendiaire, inventée en 1942, a en réalité tué plus de citoyens japonais pendant la Seconde Guerre mondiale que Fat Man et Little Boy réunis. Au total, 4 mois avant les bombardements atomiques, 66 villes japonaises ont été bombardées avec cette substance. Lors de l'attaque sur Tokyo seule, environ 100 000 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers d'autres ont été gravement blessées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un besoin d'une arme incendiaire plus efficace à utiliser pour les missions de bombardement aérien. Donc les scientifiques aux États-Unis ont été chargés de développer une substance qui pourrait créer des feux intenses capables de détruire une gamme de cibles ennemies. Ils ont commencé à expérimenter avec diverses combinaisons de produits chimiques et un chimiste organique de Harvard nommé Julius Feather a finalement trouvé une combinaison d'acide naphthénique et d'acide palmitique qui a abouti à ce qui était essentiellement un agent épaississant pour l'essence. En épaississant l'essence, cet agent est devenu une substance collante et gélatineuse qui, lorsqu'elle est pulvérisée à partir d'un lance-flamme, adhère aux cibles lors de l'impact, rendant difficile l'extinction des incendies résultants. Et lorsqu'il était largué d'un avion, il créait d'énormes tempêtes de feu incontrôlables, particulièrement efficaces pour détruire les structures en bois, qui constituaient l'essentiel de Tokyo en 1945. C'est exact, nous parlons de napalm. Après le napalmage enthousiaste de Tokyo, les mitrailleurs de queue sur les B-29 qui ont largué les bombes ont signalé avoir vu une lueur rouge de la ville en flammes à 240 km de distance. Un inferno ouvert de flammes et de fumée s'élevant presque à 5500 mètres au-dessus de la ville en flammes presque la même hauteur à partir de laquelle d'autres bombes conventionnelles sont généralement larguées. Dès environ 1h30, à 3h du matin sous le couvert de la nuit, plus de 300 B-29 ont déversé environ 500 000 bombes incendiaires M69 sur la ville endormie. Regroupées en grappes de 38 bombes lors de leur largage à environ 1500 mètres, chaque grappe se dispersait pendant sa descente, chaque bombe allumée projetant du liquide enflammé dans toutes les directions à l'impact. Dans certaines zones de la ville, les incendies incontrôlables ont atteint des températures d'environ 1800 degrés Fahrenheit, soit 1000 degrés Celsius. Malgré ces scénarios apocalyptiques qui se sont déroulés à travers le Japon, et bien qu'il ait également été généreusement utilisé pendant la guerre de Corée, le napalm n'a vraiment attiré l'attention du grand public que pendant la guerre du Vietnam. Cela était principalement dû à la couverture télévisée des nombreux événements horrifiques se déroulant au Vietnam, y compris l'utilisation du napalm.
L'indignation a éclaté à travers le monde, et en conséquence, des accords internationaux, y compris la Convention de 1980 sur certaines armes conventionnelles, ont été mis en place pour restreindre l'utilisation du napalm, en particulier dans les zones peuplées de civils. Et, depuis lors, le napalm et des armes incendiaires similaires ont continué à faire l'objet de nombreux débats et examens internationaux, avec son dernier usage signalé au combat par les États-Unis lors de la guerre du Golfe. Cependant, les bombes qu'ils ont utilisées, bien que nommées napalm, contenaient une version améliorée de la substance originale. Oui, le napalm est méchant, mais comparé à une seule ogive nucléaire de mégatonnes, ou peut-être à des centaines frappant simultanément les grandes villes d'une nation donnée, c'est juste une distraction enflammée. Ce qui est possible maintenant, et qui n'a jamais été possible auparavant, pas avec une autre arme, c'est l'extinction complète de la race humaine. Ce qui rend notre manque de progrès vers la dénucléarisation mondiale une pensée effrayante. Poutine a déjà clarifié sa position lorsqu'il a suspendu la pleine participation de la Russie au traité de réduction des armes stratégiques, et bien qu'il n'ait fait aucune menace directe, ses déclarations et actions ambiguës en Ukraine ont laissé de nombreuses nations dans l'interrogation. Pourrait-il vraiment le faire ? C'est-à-dire utiliser des armes nucléaires tactiques sur un champ de bataille moderne ? La Corée du Nord ne coopère pas non plus. En fait, le leadership actuel Kim a également annoncé qu'il prévoit de dénucléariser et de commencer à étendre ses capacités nucléaires et de missiles à longue portée. Il a clairement indiqué que le régime est maintenant une puissance nucléaire permanente et que Washington, ainsi que le reste du monde, doit le traiter comme tel. La stratégie de la Corée du Nord pour ce mouvement a été de forcer le monde à passer outre la question de savoir si elle devrait être autorisée à avoir des armes nucléaires et à passer directement à combien elle devrait être autorisée à en avoir. L'actuelle direction a également annoncé qu'elle prévoyait de développer de nouvelles armes nucléaires tactiques plus mortelles, qui pourraient inclure des missiles à tête multiple avec des missiles balistiques intercontinentales à combustible solide pour les livrer. L'escalade violente récente du conflit en cours entre l'État d'Israël et le Hamas, qui se déroule actuellement à Gaza, a également suscité de nouvelles inquiétudes concernant l'éventuelle utilisation par Israël d'armes nucléaires contre l'un de ses nombreux ennemis. La direction israélienne n'a fait aucune menace, mais un sentiment de mystère entoure toujours le programme nucléaire du pays, ce qui a suscité des questions de la part de nombreux experts militaires internationaux, principalement parce qu'Israël a constamment évité de s'engager dans des accords internationaux liés à la non-prolifération nucléaire, tels que le traité de non-prolifération nucléaire, et qu'il ne s'est pas soumis à des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La position officielle du gouvernement israélien concernant ses capacités nucléaires est celle de ne ni confirmer ni nier, et les informations sur le programme nucléaire israélien sont souvent basées sur des rapports non officiels et des estimations. Ce qui est peut-être plus préoccupant, c'est le statut nucléaire incertain de l'Iran, le némésis d'Israël au Moyen-Orient. Ce n'est que récemment que le programme nucléaire de l'Iran a atteint un stade où il pourrait potentiellement enrichir suffisamment d'uranium en quelques semaines pour construire 5 armes de fission. Il est également important de noter, cependant, que pour représenter une menace nucléaire crédible, l'uranium de l'Iran devrait subir un traitement supplémentaire. Ils auraient également besoin d'acquérir et de construire les composants nécessaires à la militarisation. Un processus qui pourrait prendre de plusieurs mois à plus d'1 an. Il est certain, si tant est que quelque chose puisse l'être, que l'avenir de la prolifération nucléaire est comparable à un puzzle complexe. Tout dépend de la manière dont les différentes motivations de nombreuses nations différentes nécessitent que la communauté internationale tout entière travaille ensemble pour s'attaquer à la plus grande pièce de ce puzzle, qui est la volonté de tous les États possédant des armes nucléaires de renoncer à leurs arsenaux respectifs. Cela semble être le véritable test pour savoir si une nation est sérieuse quant à rendre le monde sûr face à un holocauste nucléaire. Mais cela nécessitera une diplomatie sérieuse, des discussions continues, ainsi que la signature de traités et la conclusion d'accords entre tous les États dotés de l'énergie nucléaire. Il ne s'agit pas seulement de pays individuels, cela doit être un effort d'équipe mondiale. L'ensemble de la communauté internationale doit travailler ensemble pour relever les défis complexes que posent les armes nucléaires. Mais qu'en pensez-vous ? Y a-t-il une place pour les armes nucléaires dans la guerre moderne ? Ces armes deviennent-elles trop puissantes ? Et comment leur création, possession et distribution devraient-elles être contrôlées ? Partagez vos pensées en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à consulter notre vidéo sur les États qui étaient destinés à être sacrifiés en cas de Troisième Guerre mondiale, ou cette autre sur le plan de survie du jour du jugement dernier du gouvernement américain révélé. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.